En Irak, Falloujah, la ville sunnite rebelle, est tombée. Il reste quelques poches de résistance après 6 jours d'intense offensive. L'islamiste Zarqawi a réussi à s'enfuir. Les groupes liés à Al-Qaïda jurent d'ouvrir de nouveaux fronts comme à Mossoul, dans le nord du pays. Le martyr de Samir à Montauban, un enfant de 8 ans a été battu à mort par son oncle qui a été mis en examen écroué. L'homme de 26 ans, apparemment sans que personne n'ait rien vu, maltraitait quotidiennement le petit garçon, un enfant déjà signalé pour avoir été victime de brutalité. 4 jours passés dans un ascenseur, le cauchemar de cette femme à Nîmes qui a été retrouvée malgré tout en vie dans cet immeuble vide où personne n'a entendu ses appels. Elle raconte. Journée mondiale contre le diabète demain avec l'obésité comme thème. La sédentarité et le surpoids sont de vrais facteurs de risque. Le diabète de la maturité qui apparaît à la quarantaine touche plus de 2 millions de Français. La grande attraction des vitrines de Noël, mais cette fois-ci passons en coulisses pour admirer le mécanisme de ces marionnettes animées. Un monde merveilleux, un espace féerique qui n'existe nulle part ailleurs. Madame, bonsoir. Je vous le disais en titre, en Irak, Falloujah est tombée. La ville rebelle est passée sous contrôle des forces américaines et irakiennes. L'offensive finale a duré plusieurs jours. L'islamiste Al-Zarqawi, dont la tête a été mise à prix, ennemi public numéro 1, a réussi à s'enfuir. Le bilan est lourd. Les combats se déplacent désormais vers le nord, où les groupes islamistes liés à Al-Qaïda jurent de poursuivre leurs attaques partout dans le pays. Le point, Christelle Bertrand. Face à cette puissance de feu, les dernières poches de résistance ne tiendront pas bien longtemps. Toute la journée, les unités de Marines ont ratissé les rues de Falloujah, maison après maison. Aux journalistes embarqués avec l'armée américaine, on propose même une visite guidée après l'assaut. Quand on est arrivé ici, on savait qu'il fallait finir le travail. On est passé dans chaque pièce, on a ce gars-là par terre, alors on a inspecté tout de suite la voiture et on a fini de sécuriser le garage. Les Américains subissent des pertes. Dans ce char en feu, 4 hommes. Pris de panique, les soldats s'en extirpent et s'enfuient. Certains touchés ne pourront courir que quelques mètres. Ces images rares de djihadistes blessés montrent la violence des combats. Mais les autorités irakiennes annoncent déjà une victoire. L'opération Aube est achevée. Nous ratissons la ville et je voudrais souligner que le nombre de terroristes tués s'élève à plus de 1000. Depuis hier, les civils sont évacués. On retrouve les blessés dans les hôpitaux de Bagdad à 50 km de là. Les 2 enfants de cette femme sont blessés. Elle les veille dans la colère. Dieu se vengera de Bush et d'Alaoui. Ce sont des criminels. Est-ce que ces enfants sont des terroristes ? Est-ce qu'ils combattent les troupes américaines? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il y a quelques heures, cette cargaison d'aide humanitaire est entrée dans Falloujah. Du pain, du riz, de l'eau. Le minimum vital pour ravitailler les civils encore pris au piège des combats. Selon le Croissant Rouge, il resterait 150 familles dans le centre-ville. La Côte d'Ivoire, de nouveaux avions sont arrivés en provenance d'Abidjan. Plus de 2500 Français jusqu'à présent ont été rapatriés. La peur est présente dans la plupart de leurs témoignages. Il y a ceux qui sont soulagés d'avoir pu fuir, mais il y a toujours là-bas dans des situations très précaires, des familles françaises prises au piège, comme ces ressortissants bloqués à San Pedro. Depuis plusieurs jours, ils attendent. 35 hommes et femmes qui ont pour seul lien avec l'extérieur le téléphone, un téléphone qui les relie à leurs proches restés en France. David Bazier, Philippe Dumail. Voilà Valérie, ma sœur, qui est institutrice à San Pedro, et donc mon papa et ma maman qui sont partis en vacances aux vacances de la Toussaint et qui sont restés bloqués là-bas. Pendant 5 jours, Valérie Salfranc et ses parents ont bien cru être les oubliés de San Pedro. San Pedro, le port cacaotier de Côte d'Ivoire à 200 km d'Abidjan. Valérie Salfranc et ses parents se sont cloîtrés dans une maison de la ville avec une trentaine de Français. Seule liaison pour David, le frère, un téléphone. Tout le monde avait vraiment très peur, quoi. Ils étaient vraiment, ils sont passés dans la rue où il y avait la maison, à hurler, à crier, et puis en plus, bon voilà, on avait les informations, la radio, etc., avec la femme de M. Gbagbo qui disait que son mari était en danger, qu'il fallait tuer tous les Français, les brûler dans la maison. Ils avaient un sentiment d'abandon, c'est d'ailleurs le terme qui avait été utilisé par ma sœur à un moment donné. Il y a encore quelques jours, si la situation s'aggravait, on ne savait pas qui pouvait aller les protéger, qui pouvait s'occuper d'eux. La seule route reliant Abidjan à San Pedro est coupée par de nombreux barrages. La ville portuaire est sous la responsabilité d'un bataillon sénégalais de l'ONU et de l'armée ivoirienne. On était 34 adultes et une petite,
Et on est restés voilà, tous ensemble, sans trop bouger, surtout pas sortir de la maison. On n'a jamais vu le petit doigt d'un seul militaire français à nos côtés, quoi. Nous avons, dans la mesure du possible, toujours tenté de faire appel à la négociation discrète, de manière à ne pas attirer l'attention sur nos ressortissants par un mouvement militaire intempestif qui pouvait les désigner comme de futures victimes. Aujourd'hui, enfin, c'est une opération discrète par un groupe privé qui a évacué ceux qui se croyaient les oubliés de San Pedro. Bon bah nous on est vachement rassurés, hein, c'est cool. Salut. La Côte d'Ivoire où un calme précaire s'est installé alors que les évacuations se poursuivent. Dans la rue, les partisans de Gbagbo restent mobilisés. Thierry Curtet. Des centaines d'Occidentaux continuent de fuir la Côte d'Ivoire. Au total, 2600 personnes ont été évacuées depuis la réouverture de l'aéroport d'Abidjan, il y a 4 jours. Aujourd'hui encore, 2 nouveaux avions ont été affrétés par la France. Les Italiens, les Britanniques sont également partis. Certains conduits vers le Ghana voisin, espérant un départ seulement provisoire. Dans les rues de la capitale économique, un calme précaire semble être rétabli. Les patrouilles françaises n'essuient plus les jets de pierre et autres objets. Ils ne circulent plus avec leurs gilets pare-balles. C'est un signe d'apaisement. Dans le reste du pays, la tension est nettement retombée également, notamment dans les 2 grandes villes du sud, San Pedro et Yamoussoukro. Ce soir, vers 17h30, un nouvel avion se posait à Roissy, ramenant 250 Occidentaux qui laissent tout derrière eux. Le dispositif mis en place pour les accueillir est maintenu. Avec le retour au calme à Abidjan, ce soir, certains évoquent à nouveau un retour possible. En France, ce nouveau drame de la maltraitance. Un enfant a été battu à mort à Montauban, un garçon de 8 ans, victime de la folie et de la brutalité de son oncle. Une violence que personne ne semble avoir soupçonnée. Pourtant, le petit garçon était squelettique et couvert d'hématomes. Une enquête a été ouverte, une enquête qui pourra dire s'il y a eu dysfonctionnement ou non des services sociaux, car déjà chez son père à Saint-Étienne, l'enfant avait été victime de brutalité. Isabelle de Lyon, Olivier Combe. C'est dans cet immeuble tranquille de Montauban que le petit Samir a subi un véritable calvaire. Privé de soins, de nourriture, régulièrement battu de façon très violente, l'enfant a succombé sous les coups, victime de son oncle et de sa tante à qui il avait été confié, un couple en apparence normal. Tout à fait, normal, complètement normal. Ça n'a vraiment jamais douté, absolument jamais. Voilà. Ça vous choque? Ah ben vraiment oui, alors là, de rien avoir vu, de rien avoir entendu, c'est ça. C'est ça qui choque, quoi, parce que bon, on aurait peut-être, on se dit peut-être qu'on aurait dû faire attention, mais bon, je sais pas, on n'a rien vu qui nous a alertés, quoi. À l'école, personne ne s'est vraiment inquiété de cet enfant. Calme, attentionné, mais scolarisé 10 jours seulement. La tante avait prévenu qu'il devait repartir à Mayotte chez sa maman. Le directeur, n'arrivant à joindre personne, l'a cru très loin. Un gamin qui se comporte comme on l'attend, qui n'a pas de signe, je répète, de maltraitance extérieure, dont on dit qu'il va repartir. Comme vous le savez, nous avons une mission d'accueil. Partant de là, aucune inquiétude particulière. Avant d'arriver à Montauban, le petit Samir était déjà maltraité à Saint-Étienne. Son dossier a été transmis aux services sociaux du Tarn-et-Garonne, mais ils n'ont pas trouvé l'enfant. On voit souvent des déménagements ou des inscriptions sous des noms différents, avec des orthographes un peu différentes, qui ne nous permettent pas de tout à fait repérer tous les enfants. Cette affaire donne à réfléchir à toutes les administrations. Quant au bourreau de Samir, il risque 30 ans de prison. Venons-en à cette mésaventure qui aurait pu tourner au tragique. Dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, une femme de ménage a été bloquée pendant près de 4 jours dans un ascenseur d'un immeuble vide. Elle s'était rendue sur place, appelée par une société d'entretien. Ce sont les policiers municipaux qui, par chance, ont entendu ces appels. Elle raconte sous le coup de l'émotion. Jean Brun, Cyril Paquet. Oui, il y a un moment, j'ai cru mourir, j'ai cru que je n'en sortirais jamais de là-dedans. 4 longs jours et nuits à attendre seule, coincée dans une cabine d'ascenseur. Employée d'une société d'entretien, Annie est chargée lundi du dernier nettoyage de cet immeuble inhabité de Pont-Saint-Esprit. En voulant se rendre au 2e étage, l'ascenseur se bloque. Pour Annie, le calvaire commence. Souffrant du froid et de la faim, désespérée, elle pense même au suicide. Son salut viendra de sa voiture mal garée qui gêne les éboueurs.
Un seau et un balai abandonnés attirent l'attention des policiers municipaux. Dès qu'on est rentré dans le couloir, par ses cris, elle nous a permis de la localiser dans l'ascenseur, coincée. C'est le même qui nous a indiqué qu'elle était entre le premier et le deuxième étage. Et à partir de là, donc, les secours ont été enclenchés à une vitesse grande V. La première voix que j'ai entendue, c'est la voix d'une femme policière qui m'a dit « Rassurez-vous, comment tu peux me dire ça? Je suis rassurée. » Donc je crois que j'ai dit autant de fois merci que je pense que j'ai dit plus merci qu'appeler au secours. Très choquée, souffrant de déshydratation et d'hypothermie, Annie est prise en charge par les pompiers avant de retrouver enfin son appartement de Carpentras au 4e étage, sans ascenseur. Depuis la mi-journée jusqu'à demain, Météo France lance une alerte orange qui concerne 5 départements de la vallée du Rhône et 2 du Roussillon. Des vents très violents pouvant atteindre jusqu'à 140 km sont attendus. Déjà quelques images de ces vents qui soufflent en rafale près de Lyon. On attend des pointes dans la vallée du Rhône et en Camargue. À titre préventif, les trains à grande vitesse en provenance et à destination du sud-est sont détournés depuis la tombée de la nuit, provoquant des retards allant jusqu'à 1h30. Cette alerte de niveau 3 concerne l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et c'est bien le vent qui est à l'origine du déraillement de la cabine téléphérique à Tignes hier. À bord, quelques 90 skieurs qui ne sont pas prêts d'oublier l'incident qui, fort heureusement, n'a fait aucun blessé. Zinedine Boudaoud. La cabine du téléphérique de Tignes, suspendue dans les airs à 3450 mètres d'altitude. Hier matin, 90 skieurs l'occupaient. Quant à l'approche de la gare d'arrivée, une puissante rafale de vent sème la panique à l'intérieur. Tout le monde avait peur, hein. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas eu peur, c'est pas vrai, tout le monde avait peur, tout le monde réagissait de façon différente, mais il a fallu poser les sacs très doucement, les skis au sol très doucement, parce qu'on ne savait pas par quoi on tenait. En fait, la cabine a déraillé de ses câbles porteurs, s'immobilisant aussitôt à une vingtaine de mètres au-dessus du sol, de quoi affoler les passagers. Je les ai rassurés parce que je leur ai dit on va pas rester là, hein, on va descendre. Hein. Le téléphérique va pas bouger, donc on va faire tout ce qu'il faut pour évacuer la cabine. Hein, et puis ça s'est bien passé, hein. Ils n'ont pas crié, il n'y a pas eu de cri ou quoi que ce soit. Hein. L'évacuation a eu lieu par cette trappe à l'aide d'une corde et de baudriers d'escalade. Une opération délicate qui a pris plus de 2 heures. Les responsables du téléphérique s'expliquent mal l'incident, mais pour eux, à aucun moment la vie des touristes n'a été mise en danger. La cabine elle-même est restée sur ses câbles, bien évidemment. Même si elle a déraillé, ou même si elle déraillait totalement, elle resterait de toute façon accrochée sur les câbles porteurs. Aucun blessé donc, mais le téléphérique de Tignes reste immobilisé pour être révisé avant sa remise en service. Après les obsèques de Yasser Arafat, les hauts dirigeants palestiniens souhaitent que tout aille vite. Les élections seront organisées avant le 9 janvier prochain pour désigner le successeur du président de l'autorité palestinienne. C'est ce qu'indique le Premier ministre Ahmed Koraï. À Ramallah, le temps aujourd'hui est au recueillement, commence la période de deuil. Reportage sur place Jacques Cardoz, Joseph Andal. Anonyme ou officiel, ils se succèdent devant le tombeau du chef disparu. Dans la prière et le recueillement, hommes, femmes, enfants, musulmans ou non, chacun à sa manière. Des messages du monde entier s'accumulent, d'adversaires politiques aussi. Même si les adversaires approuvent sa grandeur, je pense que c'est quelque chose de très réconfortant pour nous au moins et qui nous apaise un peu dans ces situations très, très difficiles. Au 3e jour de deuil, les successeurs jouent la carte de l'espoir. Un message de paix lancé par Abou Allah et Saeb Erekat, 2 des hommes clés de l'avenir politique palestinien. Maintenant, c'est une période où nous devons être plus sérieux. Il y a des droits fondamentaux pour les Palestiniens, il y a des droits à vivre en paix pour les Israéliens. Nous sommes pour la paix et c'est pour cela que si tout le monde est déterminé, on peut y arriver très rapidement. Une paix à laquelle chacun veut croire. L'Union européenne et la France ont elles aussi déposé couronne et messages de condoléances. Le consul général de Jérusalem, Régis Ketché, souligne la nécessité d'établir un État palestinien. S'il est un lieu où les Palestiniens ne montreront pas leur division, c'est bien celui-ci. Le tombeau d'Arafat pourrait devenir le lieu de recueillement, le lieu de mémoire, mais aussi le lieu symbole d'un État rêvé.
En Irak, c'est à Falloujah où a été retrouvé vivant le chauffeur syrien enlevé le 20 août dernier avec nos deux confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno. Voici une photo de Mohamed Al-Joundi qui montre de quelle façon il a été détenu il y a un peu plus d'un mois portant des menottes. Les autorités françaises, d'après les informations communiquées par notre envoyé spécial à Bagdad, Dominique Derda, n'ont pas encore eu le moindre contact avec l'ex-otage qui est toujours aux mains des forces américaines. Nous vous révélions hier soir l'existence d'une cassette vidéo, la dernière en date. Christian Chesneau et Georges Malbruno apparaissent à l'image vêtus d'un maillot blanc, pas trop amaigri, affirmant être en bonne santé. C'était le 3 octobre dernier. Enfin, toujours concernant les otages français, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères: Paris n'a aucun contact avec les ravisseurs. Déclaration de Michel Barnier ce matin. Aux États-Unis, le vice-président américain a été hospitalisé aujourd'hui pour des problèmes respiratoires. Dick Cheney a déjà été victime de plusieurs crises cardiaques ces dernières années. Journée mondiale demain du diabète avec comme mot d'ordre la lutte contre l'obésité. Parmi les sujets à risque, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui sont sédentaires, en surpoids. Un diabète qui jusqu'à présent se déclarait à la quarantaine. On l'appelle d'ailleurs le diabète de la maturité en France. 2 800 000 personnes en sont atteintes. Un véritable problème de santé publique. Isabelle Quintard, André Sora. 3 à 6 fois par jour, Marilyn Normand se pique le doigt pour vérifier son taux de sucre dans le sang. Nous sommes juste avant le déjeuner et son taux de sucre est de 1,38 g, légèrement au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au repas, par exemple? Par rapport au repas, ça signifie que je vais baisser mon apport en sucre lent et en sucre rapide. Par exemple, au lieu de prendre 2 mandarines en dessert, je vais n'en prendre qu'une. Depuis l'âge de 38 ans, Marilyn Normand souffre d'un diabète de type 2, un diabète gras. Elle avale 14 comprimés par jour pour lutter contre et doit suivre un régime alimentaire strict avec des repas à heure fixe, par exemple. J'ai toujours fait plus ou moins attention à ce que je mangeais parce que je suis une personne assez forte. Donc il a toujours fallu que je fasse attention. Ce qui fait que ce qui a été la plus grosse surprise, c'est de devoir rajouter des féculents dans mon alimentation. C'est pour éviter les hypoglycémies, donc il faut garder les sucres lents tout au long de la journée. Le diabète est un dérèglement de l'assimilation du sucre dans le sang. En cas de diabète, l'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans les cellules, fonctionne mal. Pourquoi? Principalement à cause du surpoids et de la sédentarité. Quand un muscle est envahi de graisse, parce qu'on est en surpoids, en plus un muscle qui est au repos, eh bien, il consomme des graisses, il ne consomme pas le sucre, il devient résistant à l'action de l'insuline. Et puis au bout de 20 ans, le pancréas qui en peut plus de sécréter d'insuline, il défaille et à ce moment-là, le diabète apparaît. En plus de son régime alimentaire, Marilyn Normand doit faire de l'exercice physique pour éviter les graves complications du diabète. Le sucre envahit en effet tous les organes, devenant ainsi dangereux. Le diabète est la première cause de cécité, d'amputation et de dialyse en France. À quoi ressemblent les étudiants français de notre époque? En 2004, la moitié sont salariés pour payer leurs études. Tanguy, c'est fini. Ils s'émancipent de plus en plus, c'est ce qu'indique cette étude réalisée sur 3 ans par des observateurs de la vie étudiante. Photo instantanée de la nouvelle génération en fac, Valérie Fourniot, Thomas Rambaud. Moins rêveurs et plus autonomes. Depuis l'an 2000, les étudiants s'écartent du cocon familial, même si la rupture reste difficile. J'avoue que c'est dur quand on quitte chez ses parents, faut s'y faire. C'est un fossé quand même. Un fossé d'autant plus difficile à franchir que 50% d'entre eux sont obligés de travailler pour payer leurs études et se nourrir. Si on bosse à côté, ça va, on fait des babysitting et des trucs comme ça et ça passe. J'ai travaillé pendant 3 ans pour faire mon deuil. Là, j'ai arrêté le deuil. Et avec tout l'argent que j'ai fait, j'ai économisé pour pouvoir venir à la fac sans travailler. Mais je ne peux pas me permettre d'habiter ailleurs que chez mes parents. Résultat, entre le boulot et les études, certains pataugent et sèchent les cours. C'est le cas de 50% des étudiants. J'avoue que je sèche pas mal, mais il faut savoir aussi que les étudiants sèchent aussi beaucoup pour aller travailler à côté, quoi. Ça, faut se rendre compte de ça aussi. Enfin, il y en a beaucoup même qui ratent leurs études à cause de ça, quoi. C'est que la vie est chère pour tous. Aujourd'hui, étudiants et travailleurs, même combat, même galère. Aujourd'hui, c'est un étudiant, la plupart du temps, ou très souvent, salarié. Et ça, c'est un énorme changement dans le paysage, qui pose d'ailleurs des gros problèmes sociaux et qui pose des problèmes d'allongement des études. Côté consommation, 75% des étudiants regardent la télévision tous les jours. 26% bouillent les fast-foods et mangent chez eux. 98% ont un accès à Internet. J'ai Internet depuis 3 ans. Je l'utilise surtout pour regarder les sorties de cinéma, commander, acheter des trucs, des places pour les spectacles.
Quant au budget moyen de l'étudiant, il est de 582 € par mois, soit une augmentation de 10% en 3 ans. Football à Marseille, les 8 clubs de supporters de l'OM se disent humiliés par la défaite de trop de leur club. Ils appellent donc les supporters à ne pas se rendre ce soir au stade Vélodrome contre Strasbourg. Cet appel au boycott a-t-il été suivi? Premier élément de réponse avec Yannick Arroussi et Benoît Jourdan. Il ne faut plus leur faire le plaisir de les encourager. Ceux qui ont envie d'y aller malgré tout, eh bien, asseyez-vous tranquille, mais attendez 20 heures pour rentrer. Ne rentrez pas avant. À l'ouverture des portes, le message des supporters est clair. Distribution de tracts à l'appui, ils poussent un coup de gueule contre une équipe qu'ils ne reconnaissent plus. En remplissant le stade malgré tout, pour aller encourager une équipe qui ne mérite pas d'être encouragée, c'est faire le jeu des dirigeants. Et tant que les dirigeants verront un stade plein, ils ne se poseront pas la question de savoir s'il faut faire une bonne équipe à l'OM. Donc c'est pour ça qu'on est comme ça, et c'est pour ça que pendant 4 matchs, et puis s'il faut, on boycottera. Voilà les gars. Ils sont pas contents, les supporters, ils ont qu'à aller sur le terrain à la place des joueurs et puis ils verront ce que ça donnera. Les principaux responsables sont les dirigeants et qu'il ne faut surtout pas se prendre aux joueurs. Donc nous on sera là de toute façon pour encourager l'équipe quoi qu'il arrive. De nombreux supporters suivront le mot d'ordre des clubs, même s'ils viennent de loin, comme ces Yankees de Périgueux. Là qui vont rentrer dès le début du match, moi je vais attendre 10 minutes, monter, m'asseoir et regarder, pas d'applaudissements, rien, pas de chant, rien du tout. On circulait plutôt bien aux abords du stade ce soir. Habituellement, c'est la cohue pour rentrer. Et à 18h30, les tribunes étaient désertes. Pas de banderole, pas de mégaphone. Une demi-heure avant le coup d'envoi, les joueurs s'échauffaient devant un virage sud complètement vide. OM Strasbourg devrait se jouer dans une ambiance glaciale, et pas seulement à cause de la météo. Les As du motocross sont à Bercy depuis hier soir et pendant 3 jours. Ils font de la voltige avec leur moto. Le spectacle est partout. 12 000 personnes dans les gradins qui retiennent leur souffle et admirent les figures du freestyle. Parmi les têtes brûlées, un Français dans l'arène. Aaron Tonzit, Christian Choupin, Rémi Poissonnier. Le public, il adore, ça arrache. Quelque part entre ciel et terre, Bercy, hier soir. C'est la première fois que je viens ici, c'est vraiment super, c'est vraiment des beaux sauts et tout. La discipline est rock'n'roll, le risque maximum. Le freestyle motocross, un concentré de sensations avec un Français, en vedette américaine. C'est de la peur mélangée avec de l'adrénaline, plus le public qui hurle. Donc ça motive et ça fait du bien. Sa source d'inspiration, Manu trouve à la chercher outre-Atlantique. Les États-Unis, la terre promise des freestylers. Ici, à force de travail, le Français s'est fait un nom. Les dollars tombent, mais à quel prix? Réception difficile, là. Plus grave, il y a 3 ans, qualification pour les X Games, les Jeux de l'extrême. Au sommet de sa forme, Manu Trou perd le contrôle de sa machine et s'écrase. Fracture sérieuse du fémur, contusion multiple. Mieux vaut en rire, il faut dire que dans la carrière d'un freestyler, la case hôpital est un passage obligé. 8 mois de convalescence et un retour à l'entraînement sans concession, la poignée de gaz à fond. Chaque jour, de nouvelles figures, de nouveaux sauts font leur apparition. Grâce à Manu Trou et sa tribu, le motocross est en révolution. Et à voir le spectacle proposé, personne ne s'en plaindra. Rien que de plus banal que du soleil en été et de la neige en hiver. Mais que dire lorsque les premières neiges recouvrent des stations vides et qu'il fait 23 degrés sur la Côte d'Azur, un novembre pas comme les autres. Carte postale croisée, Nathalie Jourdan, Frédéric Sirelli. 15 cm sous les pas, un soleil gros comme ça, et pourtant, pas un chat. Ah si, une petite famille ravie du vide. On est venu prendre l'air de la montagne avant les touristes qui arrivent à faire le ski, avant le grand déluge. On n'y est pas encore, ce sera la seule glissade de la journée. Avec un temps pareil, à la boule, ils ont préféré les galets. 23 degrés au soleil, en plein mois de novembre, on ne sait plus quoi mettre, ma pauvre dame. T'es pas habillée pour aller dans l'eau? Ben non, c'est l'automne. D'accord, le plongeon c'est peut-être pas de saison, mais c'est pas une raison. Mais moi j'ai pas envie de me baigner. Et moi j'ai envie de me baigner. Et voilà, la différence entre la niçoise et la parisienne.
Pas de polémique, qu'ils soient du coin ou qu'ils viennent de loin, ils sont tous dans le même bain à 18 degrés. Pour moi, elle est chaude. C'est la température normale en Suède en été. On avait prévu de faire le musée, mais le temps nous a amenés ici. On a pris un bain et on a nagé. C'était formidable. Ah, novembre sur la Côte d'Azur, ça vous joue parfois un petit air d'été à ne plus vouloir se décoller. Et les vitrines de Noël sont déjà en place à Paris. Comme chaque année, elles sont l'attraction des grands magasins. Cette année, ce sont des étudiants d'une école d'art appliqué qui ont travaillé sur le concept. Voici comment on tire les fils de ces marionnettes animées, un monde merveilleux, unique au monde, qui s'animera jusqu'au 3 janvier. Estelle Collat, Mathieu Drejon. Des centaines de mètres de mousseline, quelques kilos de perles, du tulle et au final, les fameuses vitrines de Noël. 8 mois de travail pour ces étudiantes en art appliqué et un avant-goût de la vie en entreprise. Ce qui est ressorti de ce projet, c'est une énorme motivation, une énorme vitalité aussi de la part des étudiants et puis en même temps un émerveillement parce que c'est quand même un projet assez exceptionnel. Ce jour-là, c'est dans l'atelier du marionnettiste que marmottes, chats et autres poissons volants vont prendre vie. 30 ans d'expérience pour ce dompteur de peluches à qui tous les grands magasins confient les vitrines de Noël. Dans les autres magasins, j'ai des personnages qui vont faire 2000 km. C'est énorme, 2000 km. Et on est obligé de changer les semelles régulièrement parce que c'est des semelles en bois, elles sont usées. Alors c'est pour ça qu'on est très vigilant sur la solidité des coutures et tout ça, parce que c'est des mouvements qui vont être répétés toutes les secondes, voire plus. Précisément de 40 à 80 000 mouvements par jour pour ces poupées de chiffon, mais qu'importe. Cette fois-ci, c'est le jour J. Les vitrines prennent forme et jusqu'au 3 janvier où tout sera démonté, Jean-Claude va veiller sur sa progéniture. Beaucoup d'efforts, des mois de travail, mais rien n'est trop beau pour Noël. On essaye toujours d'essayer de trouver un traitement différent chaque année, une expression différente. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé sur des décors, comme on est dans le rêve, essentiellement en plexi et en lumière, et puis avec ces personnages, donc faits par les étudiants. Le prix de ces vitrines, c'est secret. Toujours est-il que les grands magasins assurent généralement jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel à Noël. Et ça n'a pas de prix. Arturo Brachetti est de retour à Paris au théâtre Mogador. L'artiste transformiste revient avec un spectacle renouvelé tout en gardant les ingrédients qui ont contribué à son succès. Emmanuel Lambert, Guillaume Fautra. Sa houppette gominée ne passe pas inaperçue. Depuis quelques semaines, Arturo Brachetti est de retour à Paris. Comme un adulte qui n'aurait pas grandi, il s'émerveille de tout ce qui lui rappelle l'enfance. Ça me fait rêver parce que quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je le veux. Sur scène, Brachetti ouvre les portes de son imaginaire. Maman, je te jure, je n'ai pas touché ton sac. Je te jure, maman, je n'ai pas touché de tout. Oh. En 2 heures, il se met dans la peau de plus de 100 personnages. Sa grande force, changer de costume en un clin d'œil. Mais inutile de demander, l'artiste ne dévoilera pas tous ses trucs. Il y a 18 personnes dans ces loges qui sont en train de se préparer, les accessoiristes, les perruques, les costumes, et chacun a un devoir très précis dans le spectacle, de façon que c'est une grande horloge. Moi, je suis le cadran, je suis ce que les gens y voient. L'homme qui s'habille plus vite que son ombre trouve l'inspiration dans le cinéma. De James Bond à Chaplin, en passant par Gene Kelly, Brachetti se paye la tête de tous ses héros préférés. Il y a beaucoup d'imagination, il se rappelle des souvenirs, je crois, et en tout cas, c'est formidable. C'est de surprise en surprise, hein. Ces transformations, c'est vraiment très impressionnant. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, Brachetti se métamorphose, mais au final, même si la houppette est un peu décoiffée, l'homme aux 1001 facettes
retrouve son visage bien à lui. La Biennale du Design à Saint-Étienne, une autre exposition à Paris, deux événements qui méritent que l'on s'y arrête, d'autant que la plupart des objets de notre quotidien ont été designés, c'est-à-dire dessinés. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Mollin. Organisée sur le mode d'une fouille archéologique, cette expo permet de constater qu'au fur et à mesure des évolutions techniques, les designers n'ont pas manqué de créativité. C'est si vrai que certains des objets qu'ils ont conçus sont aujourd'hui considérés comme des œuvres d'art. Une lampe bingo-moraire comme ça avec une hologramme à la place de l'ampoule, bon, il n'y a aucun rôle fonctionnel, donc pour moi c'est de la création. Développer la beauté d'objets plus ou moins destinés à une consommation de masse, c'était le credo du célèbre designer Raymond Loewy. Raymond, un homme qui avait coutume de dire « la laideur se vend mal ». Bon, dire ça se vend bien, ça se vend mal, on sait bien que la laideur se vend bien. Non. Donc il a dit une bêtise, Loewy. Je pense, oui. Et alors justement dans le design, est-ce qu'il y a une notion de beau ou pas? Bon, par exemple, le fonctionnalisme propose une définition du beau qui est effectivement dans cette adéquation de la forme à sa fonction. Cette idée de forme aboutie, fonctionnelle, dans le genre « un beau couteau, c'est un couteau qui coupe bien », elle domine les années 50-60. À l'époque, on parle plus d'esthétique industrielle que de design. L'esthétique industrielle est cet art qui permet aux objets quotidiens d'être beaux tout en étant pratiques. Pratique, mais un peu grise, l'esthétique industrielle, comme le fonctionnalisme, ont fini par lasser. Si on regarde la chaise ici avec un dossier, vraiment, c'est une pastille seulement, avec les deux pommeaux ronds sur le côté, je trouve ça épatant. Je trouve que c'est ludique, il y a de l'humour là-dedans. Ces objets réalisés dans les années 80, on les doit à Michele Delucchi. À ce moment-là, dans le groupe Memphis. Memphis, c'est une réaction très radicale contre la production uniformisante de masse. Et donc, ils font des choses assez radicales. Ça se vend dans des quantités extrêmement limitées. Et ça rejoint, de ce point de vue-là, le statut presque d'œuvre d'art, parce qu'il y a une quantité très limitée. Ces œuvres, qui font, paraît-il, saliver les collectionneurs, atteignent parfois des cotes très élevées. Tenez, cette armoire d'Alessandro Mandini et d'Anne Friedman coûte 30 000 €. C'est cher, mais c'est rare. La table basse, c'est une table de Mattia Bonetti qui effectivement coûte 18 000 € et qui est limitée à 12 exemplaires. Et les petits tabourets là en acier, je pense? Oui, et ça c'est une série de 20 exemplaires et ça coûte 6 000 €. Tirage limité ou pas, le plastique totalement ringard, il y a encore quelques années, fait un retour en force. L'un des meilleurs exemples, c'est la chaise Louis XV revisitée par Stark. C'est une chaise qui est ludique, à un prix très intéressant, donc moins de 180 €. Et en même temps, une dimension un petit peu poétique, quelque chose qui nous rappelle le passé. Enfin, ça marche très très bien. À propos de poésie, je ne saurais vous dire si tous ces objets inanimés ont une âme, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils évoluent. Moi, je crois dur comme fer à l'apparition des inserts. Par exemple, il me semble que le téléphone portable, bientôt, sera greffé comme une puce greffée à l'intérieur de... L'objet va peut-être disparaître alors. L'objet va enfin, pas tous. Je l'espère bien, parce que franchement, un monde sans fauteuil, sans chaussons et sans cocotte minute manquerait vraiment de douceur. L'événement sportif sur France 2 en direct après ce journal. Le 15 de France va rencontrer l'Australie lors du test match au Stade de France où nous vous retrouvons. Bernard Laporte, vous êtes l'entraîneur bien sûr des tricolores. La partie n'est sans doute pas gagnée, mais les Français ont toutes les chances et toutes les raisons d'entrer sur la pelouse décomplexée. Vous diriez sûrs de leur jeu, sûrs d'eux-mêmes? Oui, sûr de nous, je l'espère, mais nous sommes conscients que nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde et que c'est une aubaine pour nous, à 2 ans et demi d'une Coupe du Monde qui aura lieu en France, de pouvoir jouer contre ces équipes-là. Donc on a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, je dirais. Les joueurs se sont bien entraînés toute la semaine, on sent qu'il y a une réelle détermination. Maintenant, le match en lui-même nous donnera beaucoup d'enseignements. Merci Bernard Laporte. On se retrouve donc tout de suite après ce journal en direct du Stade de France. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. À suivre tout de suite la météo de Nathalie Riouet. 20h45 le rugby, je l'ai dit, la rencontre France-Australie en direct du Stade de France. Demain, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Claude Chabrol. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.